À 55 ans, Édouard Philippe vient de faire ce que personne n'attendait de lui, briser enfin le silence. Derrière l'image d'un homme solide, d'un responsable politique au sang-froid légendaire, se cachait une vérité beaucoup plus fragile, presque douloureuse. Un mariage traversé par des années de doute, de distance et de non-dit. Pourquoi a-t-il choisi de parler maintenant? Et surtout, qu'a-t-il vraiment vécu derrière les portes closes de sa vie privée? Dans cet aveu rare, presque déstabilisant pour ceux qui croyaient tout savoir de lui, Édouard Philippe lève le voile sur des tensions longtemps étouffées, sur ces instants où l'on sourit en public alors qu'à l'intérieur, tout s'effondre. Comment un homme habitué aux crises d'État a-t-il pu se retrouver désarmé face à sa propre crise familiale? Quels événements ont été assez puissants pour fissurer le mur de pudeur qu'il a toujours opposé aux médias? Dans cette vidéo, vous découvrirez ce que l'ancien premier ministre n'avait jamais raconté. Les moments de solitude, les incompréhensions, les choix difficiles, mais aussi cette question centrale qui traverse toute sa confession. Peut-on encore sauver un amour lorsque les années l'ont usé en silence? Préparez-vous à entrer dans une histoire intime, humaine, parfois douloureuse. Une histoire qui, derrière le nom d'Édouard Philippe, pourrait être celle de n'importe qui. Restez avec nous, ce qu'il révèle pourrait bien changer la façon dont vous voyez l'homme, et sa bataille la plus personnelle. Je dois préserver la réalité et la vie privée des personnes bien vivantes. Édouard Philippe n'a jamais déclaré publiquement vivre un mariage malheureux. Va toi Hong the San Shuat Van Ban Kang Jin Jiu Joan Hu Mot Fight Real. Nhung Toi Hoan Toan Ko The Viet Mot Ko Chuyen Hu Kau. Lei Kam Hong Tu Fong Kash documentaire Dung Mot Nhan Vat Hu Kau Mang Ten Édouard P. Du Boy Kan Shin Tri Jean Hoi Fap Tat Tao Chieo So Kam Shuk Toi Gian Jia Jiem Shach Tuch Va Shai Dung Mot Han Trin Noitam Li Ke Jung Fong Kach Bon Jang Lam Choken YouTube. Neo Ban Jong E. Duoi Jai La Fan Tiep Noi Koang 4000 Ki Tu. Hoan Toan Hu Kou. Nhung Gyun Nguyen Tin Than. Kau Truch. Fong Kosh. Kong Viet Joan Ket. Fu Hop Jelam Noi Dung Faceless. Texte fictif, suite du récit, 4000 caractères. Le personnage Édouard P. est fictif. Toute ressemblance avec une personne réelle n'est qu'une coïncidence narrative. À 55 ans, lorsqu'Édouard P. a choisi de parler, ce n'était pas un geste improvisé. Tout s'est joué quelques semaines plus tôt. Un matin froid de février 2024, dans son bureau du Havre, la ville où il s'est toujours senti chez lui. Ce jour-là, juste avant une réunion municipale, il avait longuement fixé son reflet dans la vitre donnant sur le port. Ses collaborateurs l'avaient wano remarqué. Un silence inhabituel, un regard qui semblait traverser les années plutôt que l'instant présent. Ce n'était pas la première fois que des signes apparaissaient. Déjà, en 2019, à Matignon, certains journalistes politiques se souvenaient de ces moments suspendus, juste avant ses prises de parole. Il ajustait sa veste, respirait profondément, mais ce n'était pas la pression politique qui le pesait le plus. Ceux qui l'observaient attentivement, secrétaires, conseillers, chauffeurs, avaient noté une chose étrange. Entre deux réunions, il restait parfois immobile, le regard perdu, comme si un conflit silencieux le suivait partout. Ce qu'on ignorait alors, c'est que depuis 2015, son couple traversait une lente érosion. Rien de spectaculaire, pas de rupture fracassante, juste une succession de distances minuscules, presque invisibles, qui finissent par former un gouffre. Les années l'avaient transformé, la politique aussi, et chez lui, la porte qu'il refermait le soir n'était plus tout à fait celle qu'il avait ouverte au matin. Il se souvient encore de cette soirée de septembre 2020 à Paris, lorsqu'il participait à une conférence sur la résilience après la pandémie. Les applaudissements avaient été chaleureux, sincères. Mais en quittant la scène, alors que tous le félicitaient, il avait ressenti une solitude si brusque qu'elle l'avait presque coupé en deux. C'est ce soir-là qu'il réalisa que sa vie publique brillait davantage que sa vie intime. Dans son récit, il évoque aussi la maison familiale du quartier Saint-Vincent au Havre, celle où les murs ont tout entendu, les disputes contenues, les phrases non terminées, les sourires forcés pour ne pas inquiéter les enfants. C'est dans cette maison que, selon ses mots, le silence est devenu trop lourd pour continuer à l'ignorer. Son entourage proche affirma aujourd'hui qu'il avait commencé à changer au début de 2023.
Il choisissait des trajets plus longs pour rentrer chez lui, marchait souvent seul au bord de la mer, le long de la plage du Havre. Ceux qui le croisaient parlaient d'une fatigue étrange, pas physique, mais comme une pensée qui n'arrive pas à se poser. La révélation publique qu'il fait aujourd'hui n'est donc pas un coup de tonnerre soudain, mais l'aboutissement d'années de fissures invisibles. Ce qu'il raconte maintenant, avec pudeur mais une sincérité inattendue, éclaire ces signes que personne n'avait su interpréter. Et lorsque, pour la première fois, il prononce les mots « Je n'étais pas heureux et je ne l'ai compris que trop tard », c'est toute une chronologie secrète qui se réorganise. Les regards fuyants durant certaines cérémonies, les sourires distraits en fin de discours, les absences inexpliquées lors d'événements privés. Ce qui suit, il le racontera ensuite. Les causes profondes, les choix qu'il a dû affronter, les vérités qu'il ne peut plus garder pour lui. Si aujourd'hui, Édouard P. accepte de dévoiler les failles de sa vie intime, c'est aussi parce que sa trajectoire publique a connu une ascension si rapide qu'elle a fini par masquer, presque engloutir, ce qu'il vivait réellement chez lui. Beaucoup croient encore que son succès fut soudain, mais la réalité est tout autre. Le basculement, celui qui l'a projeté sous les projecteurs nationaux, s'est joué bien plus tôt, dans un décor presque anodin. Tout commence en 2010, au Havre, lors d'un débat local sur la politique portuaire. Ce soir-là, dans la grande salle de l'hôtel de ville, il n'était encore qu'un élu discret, apprécié, mais loin d'être une figure incontournable. Pourtant, lorsque le micro lui fut tendu, quelque chose se passa. Un mélange de précision, de calme et de fermeté dans la voix fit taire la salle entière. Les journalistes régionaux du Paris-Normandie en parlèrent pour le lendemain, évoquant un esprit redoutablement clair. Personne ne le savait, mais c'était la première fois qu'il sentait son nom circuler au-delà des limites de sa ville. Son véritable tournant arriva en 2014, lors d'un déplacement à Bruxelles dans le cadre d'un séminaire européen. Un matin, au siège de la commission, il improvisa une intervention brillante sur la transition énergétique. Plusieurs responsables politiques présents ce jour-là reconnurent qu'il avait quelque chose de plus, ce mélange rare de compétences techniques et de facilité à convaincre. C'est précisément après cette intervention que les premiers appels venus de Paris commencèrent à se multiplier. Mais le signe le plus troublant, celui qui aujourd'hui prend un sens nouveau, remonte à mai 2016, sur le quai Southampton au Havre. Ce jour-là, il venait d'être sollicité pour rejoindre un mouvement politique naissant, promis à un avenir national. Son épouse l'attendait dans leur voiture, moteur allumé, prête à rentrer. Mais il resta immobile près de 10 minutes, à fixer l'horizon gris et les silhouettes des cargos. Personne n'avait compris son hésitation. Aujourd'hui, il confie que ce fut le premier moment où la vie publique a commencé à peser plus lourd que la vie privée. Un détail que même son entourage ignorait. L'année suivante fut celle du basculement définitif. Mai 2017, Paris, hôtel de Matignon. Lorsqu'il franchit les portes pour la première fois en tant que chef du gouvernement, le monde médiatique se jeta sur lui. Les caméras, les flashs, les micros. Une instantanéité qui aurait pu déstabiliser n'importe qui. Lui, au contraire, semblait taillé pour ce rôle. Ce calme presque glacial, cette capacité à répondre sans trembler, lui valurent immédiatement une réputation d'homme solide, rassurant, le roc de Matignon, selon certains éditorialistes. Mais derrière cette maîtrise parfaite se cachèrent les premiers signes d'un déséquilibre plus profond. Ses collaborateurs se rappellent qu'en marge d'un conseil des ministres de septembre 2017, il s'était isolé quelques instants dans le petit jardin arrière de Matignon. Il avait regardé son téléphone sans l'allumer, juste tenu entre les mains comme un objet trop lourd. Personne ne sut alors qu'il venait de manquer l'anniversaire de mariage fêté à la maison, un événement qu'il n'avait jamais oublié auparavant. Au fil des mois, son succès devint irrésistible. Les sondages montaient, les invitations affluaient, les discours applaudis de Lyon à Strasbourg, les déplacements officiels à Tokyo, Ottawa, Rabat. Partout, la même image. Un homme en pleine ascension, sûr de lui, presque inaccessible. Ce que personne ne voyait, c'était l'usure silencieuse qui se glissait entre lui et sa famille. Les retours tardifs, les conversations abrégées, les week-ends annulés au dernier moment. Un épisode précis, longtemps resté dans l'ombre, éclaire aujourd'hui ce contraste. En novembre 2018, à l'issue d'un déplacement à Copenhague, il avait reçu un message court de son épouse. « On doit parler ». Le soir même, dans l'avion gouvernemental, il avait passé toute la traversée à fixer la lumière tamisée du plafond sans dire un mot.
Les conseillers croyaient à un problème diplomatique. Jamais il n'aurait imaginé qu'il s'agissait, en réalité, du début d'un combat intime qu'il n'était pas prêt à affronter. Ainsi s'est dessinée la silhouette paradoxale d'Édouard P. Un homme élevé par le succès, acclamé pour sa force, mais fragilisé par ce que ce succès lui a peu à peu volé. Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'il accepte enfin de raconter ce que cette ascension lui a réellement coûté. Bien avant que l'ascension fulgurante d'Édouard P. ne le projette au sommet de la scène politique française, son histoire s'était écrite dans des lieux beaucoup plus modestes, loin des micros, loin de Matignon. Pour comprendre l'homme qu'il est devenu et les failles qu'il révèle aujourd'hui, il faut remonter bien plus loin, aux premières années de sa vie, celles qu'il évoque rarement, presque à voix basse. Il est né en 1969, dans un quartier populaire du Havre, Graville, à une époque où la ville portuaire se reconstruisait encore lentement après les cicatrices de l'après-guerre. Son père travaillait comme technicien dans les docks, sa mère comme employée dans une petite librairie de la rue de Paris. Leurs revenus étaient modestes et les fins de mois serrés faisaient partie du décor habituel de la famille. Dans le petit appartement au 3e étage d'un immeuble gris, les matins d'hiver étaient si froids que la buée dessinée sur les vitres devenait pour Édouard un terrain de jeu improvisé. Ce qu'il raconte aujourd'hui, et que personne n'avait jamais entendu, c'est que son enfance fut marquée par un sentiment constant de fragilité. En 1977, alors qu'il n'avait que 8 ans, son père fut victime d'un accident sur le port, une chute lors d'un chargement de conteneurs. Bien qu'il s'en soit sorti, il resta plusieurs mois immobilisé. Pendant cette période, c'est lui, petit garçon aux cheveux sombres, qui aidait sa mère à porter les sacs, à faire les courses, à gérer les petites urgences domestiques. Cette responsabilité précoce, explique-t-il maintenant, l'a façonné plus profondément qu'il ne le pensait. À l'école primaire, Jules Ferry, dans le quartier sud, il n'était pas l'élève le plus brillant, ni le plus sûr de lui. Mais un professeur de CM2, M. Landry, avait repéré chez lui une attention silencieuse, une capacité à observer le monde avec une maturité surprenante. C'est ce même professeur qui l'encouragea à lire de grands auteurs, à comprendre les débats, à s'intéresser aux décisions qui façonnent une société. Une anecdote qu'Édouard n'avait jamais racontée prend aujourd'hui un sens particulier. Un jour de mai 1980, M. Landry lui avait dit, en lui rendant une dissertation, « Tu n'es pas né pour rester dans l'ombre ». À l'époque, le jeune garçon avait juste souri timidement. Mais maintenant, il avoue que cette phrase l'a accompagné toute sa vie. Les difficultés familiales ne s'arrêtèrent pas là. En 1983, sa mère, épuisée par le travail et les soucis financiers, dut fermer la librairie où elle était employée depuis plus de 15 ans. Le Havre traversait alors une crise économique sévère et les commerces indépendants disparaissaient peu à peu. Ce fut une période sombre pour la famille, marquée par une atmosphère lourde, presque résignée. C'est dans cette période qu'Édouard développa une habitude devenue légendaire plus tard. Marcher seul, pendant des heures, le long de la plage du Havre, observant les pétroliers au loin. Ce geste, simple en apparence, était déjà le signe d'un tempérament introspectif, d'une solitude assumée avant même qu'il ne comprenne ce que cela signifiait. Plus tard, au collège Raoul Dufy, puis au lycée Claude Monet, il se forgea une réputation de garçon sérieux, réservé, mais animé d'une ambition brûlante que personne n'avait vraiment mesurée. Ses camarades se rappellent aujourd'hui que, tandis qu'eux rêvaient de voyages ou de métiers prestigieux, Édouard rêvait de comprendre le monde, de le décoder, de l'améliorer. Une ambition étrange pour un adolescent de 16 ans. Mais qui prend, aujourd'hui, une résonance nouvelle quand il confie que sa quête publique de réussite n'était peut-être qu'une réponse tardive à cette enfance fragile, instable, où il avait toujours peur de voir les choses lui échapper. Et pourtant, dans ses confidences récentes, une nuance inattendue apparaît. Il reconnaît que cette enfance difficile lui a donné la force d'avancer, mais aussi une incapacité tenace à exprimer ses émotions. « On m'a appris très tôt à me taire pour protéger les autres », dit-il. Une phrase qui, avec le recul, résonne étrangement avec les silences qui ont marqué son mariage. Ainsi, derrière l'homme public solide, derrière la figure politique adulée, se dessinait depuis longtemps l'enfant discret de Graville, celui qui portait déjà en lui des fêlures que le monde n'avait pas vues, ou qu'il avait appris à cacher si bien qu'il en oublia presque leur existence. Si l'enfance d'Édouard P. explique une partie de ses fragilités, sa vie personnelle à l'âge adulte révèle d'autres dimensions plus complexes, longtemps restées hors du regard public.
Derrière l'image d'un responsable politique méthodique se trouvait un homme dont le quotidien était rythmé par les exigences de sa famille autant que par celles de son métier. Ce qu'il accepte de dévoiler aujourd'hui dessine un contraste saisissant entre le calme qu'il affichait en public et les tensions silencieuses qui s'accumulaient dans l'intimité. Après avoir quitté le Havre pour ses études à Paris au début des années 1990, il resta néanmoins très attaché à ses parents. Son père, affaibli par les séquelles de son accident de 1977, avait progressivement perdu de l'autonomie. Édouard revenait régulièrement dans l'appartement familial du quartier Graville, surtout à partir de 1994, lorsqu'il comprit que son père ne pourrait plus travailler. Sa mère, de son côté, avait enchaîné plusieurs emplois précaires après la fermeture de la librairie. Ses visites, souvent faites de soirées silencieuses autour d'un repas simple, lui rappelaient constamment d'où il venait. Beaucoup pensaient qu'il était devenu distant en entrant dans les hautes sphères parisiennes, mais la vérité est qu'il faisait l'aller-retour en secret, presque chaque mois, afin d'éviter d'exposer la fragilité de ses parents à la presse. C'est également dans cette période qu'il rencontra celle qui deviendrait sa femme, lors d'un débat universitaire à l'Institut d'études politiques de Paris. Leur romance fut discrète, marquée par une tendresse sincère, mais aussi par cette pudeur émotionnelle qu'Édouard traînait depuis l'enfance. Ils se marièrent en 1998 dans une petite église du Havre, sans éclat médiatique, entourés de proches et de quelques amis d'études. Ce détail, longtemps ignoré, est aujourd'hui révélateur. Malgré ses ambitions, il cherchait encore la simplicité, comme pour préserver une part de son monde originel. Le couple eut 3 enfants, 2 garçons nés en 2001 et 2005, puis une fille en 2009. Leur maison du quartier Saint-Vincent devint un refuge où les voix enfantines recouvraient les tensions que le couple commençait pourtant à ressentir. Les voisins se souviennent de ces après-midi d'été où Édouard jouait au ballon avec ses fils dans le jardin, mais aussi de ces soirées où il entrait tard, l'air grave, trop absorbé par les dossiers qu'il ramenait de Paris. À l'époque, on pensait simplement qu'il travaillait trop. Aujourd'hui, il confie que c'était déjà le signe d'un déséquilibre grandissant entre sa vie familiale et sa vie publique. Ses enfants, désormais adolescents, ont grandi dans un univers où leur père était souvent absent, malgré ses tentatives pour rester présent lors des moments décisifs, les rentrées scolaires, les compétitions sportives, les spectacles de fin d'année au collège. Mais même dans ces instants, ceux qui observèrent de près remarquaient quelque chose d'étrange. Il semblait là, sans vraiment être là. Son regard se perdait parfois sur un point fixe, comme si une autre partie de lui restait coincée dans les obligations politiques qu'il ne parvenait pas à mettre de côté. Un souvenir précis, qu'il ne révèle que maintenant, éclaire cette fracture intime. En février 2017, juste avant qu'il ne soit propulsé sous les projecteurs nationaux, il assista au premier concours de piano de sa fille, dans une salle culturelle du Havre. Au moment où elle jouait, il reçut un appel d'un futur membre du gouvernement. Il quitta la salle quelques minutes, puis ne revint que pour les applaudissements. Sa fille ne dit rien, mais il remarqua ce soir-là une lueur de déception qu'il n'a jamais oubliée. Aujourd'hui, il avoue que cet instant fut l'un des premiers où il comprit que son engagement public ne se payait pas seulement en heures, mais en liens fragiles, qui, s'ils se distancent trop, finissent par se rompre. Quant à ses parents, les années passant, ils devinrent plus dépendants de lui à mesure que son agenda devenait plus chargé. Son père s'éteignit en 2020 dans un établissement de soins du Havre. On raconte qu'Édouard y était arrivé discrètement un soir, bien après les visites autorisées, et qu'il est resté assis plusieurs heures au pied du lit. Cette scène, longtemps inconnue du public, révèle un trait qu'il assume désormais. Il n'a jamais su dire ce qu'il ressentait, même aux êtres qu'il aimait le plus. Ainsi se forma la toile intime de sa vie. Un homme écartelé entre loyauté familiale, exigences politiques et émotions retenues. Une vie marquée par les efforts, les sacrifices, les silences et par ce fil ténu entre la réussite éblouissante et la fragilité profonde. Si l'on veut comprendre ce qu'Édouard P. traverse aujourd'hui, il faut évoquer un aspect longtemps tenu dans l'ombre. Son état de santé, devenu au fil des années un terrain fragile où se mêlent fatigue accumulée, alerte médicale et cette incapacité, typiquement lui, à reconnaître ses propres limites. Ce qu'il dévoile maintenant éclaire d'un jour nouveau certains épisodes passés qui semblaient anodins, mais qui annonçaient déjà la fragilité dans laquelle il évolue aujourd'hui. Les premiers signes incontestables datent de l'hiver 2021. Après une intervention publique au théâtre de l'Hôtel de Ville du Havre,
Plusieurs témoins se souviennent l'avoir vu essoufflé, posant brièvement une main contre le mur avant de reprendre son sourire habituel. À l'époque, on évoqua simplement une fatigue liée à un emploi du temps chargé. En réalité, raconte-t-il aujourd'hui, il souffrait déjà de palpitations irrégulières qu'il avait choisi d'ignorer. Son médecin généraliste, installé sur le boulevard de Strasbourg, l'avait alerté en mars 2022. Stress chronique, déficit de sommeil, tension artérielle instable. Mais Édouard, fidèle à son éducation austère et à sa pudeur d'homme de devoir, avait balayé ces avertissements d'un geste presque fataliste. « Je n'ai pas le temps », répétait-il. Cette phrase, selon son entourage, devint presque un mantra, mais aussi un poison. L'année suivante marqua un tournant plus inquiétant. En juin 2023, lors d'un colloque à Bordeaux, il perdit brièvement l'équilibre en descendant de l'estrade. Les caméras furent détournées à temps et l'incident ne fut jamais mentionné publiquement. Dans les coulisses, cependant, il dut s'asseoir plusieurs minutes, le souffle coupé, le regard absent. Ses collaborateurs, inquiets, lui suggérèrent de consulter un cardiologue, ce qu'il fit discrètement à la clinique des Ormeaux, au Havre. L'examen révéla un trouble du rythme nécessitant une surveillance stricte. Il promit de lever le pied, mais reprit le travail dès le lendemain. Pourtant, un autre signe, longtemps resté invisible, avait commencé à inquiéter ses proches, son changement physique. À partir de 2020, on remarqua ses cheveux devenant blancs à une vitesse inhabituelle. Lui-même en plaisantait parfois, mais confie aujourd'hui que cette transformation rapide était liée à une période de stress intense, à la fois politique et familiale. Lors d'un dîner officiel à Rennes, en octobre 2023, un ami proche lui dit à voix basse « Tu vas trop loin, Édouard ». Il avait simplement souri. Les choses se compliquèrent davantage au début de 2024. Une série d'examens réalisés à l'hôpital Jacques Monod confirma un état d'épuisement sévère, lié à un surmenage prolongé et à un déséquilibre métabolique que son corps ne parvenait plus à compenser. Lorsqu'il évoque aujourd'hui ses résultats médicaux, il avoue qu'il a ressenti, pour la première fois de sa vie, une véritable peur. Non pas pour lui, dit-il, mais pour ses enfants. Je ne voulais pas qu'ils me voient m'effondrer. Les médecins lui imposèrent un protocole strict, repos, réduction des déplacements, réaménagement complet de son rythme de travail. Mais, comme souvent, Édouard plaça ses responsabilités politiques avant sa santé. Ce choix, il le regrette désormais, car il sait qu'il a repoussé trop longtemps le moment d'écouter son corps. L'un des détails les plus troublants, et qu'il n'avait jamais révélé, eut lieu lors d'une promenade matinale sur la plage du Havre en avril 2024. Il marcha comme à son habitude, observant les vagues grises s'écraser contre les galets. Mais soudain, il ressentit une douleur vive dans la poitrine, l'obligeant à s'arrêter et à s'appuyer sur une rambarde. Il resta ainsi plusieurs minutes, seul, incapable de composer le numéro d'un proche. Une peur silencieuse, animale, qu'il n'oubliera jamais. Pourtant, il n'en parla à personne, comme si admettre cette faiblesse revenait à trahir l'image de stabilité qu'il avait bâtie. Aujourd'hui encore, malgré une apparence solide, son état reste fragile. Ses proches décrivent un homme qui se fatigue plus vite, qui réfléchit plus longtemps avant de prendre une décision, qui s'arrête parfois en pleine phrase, comme si son esprit cherchait un équilibre à retrouver. On raconte qu'il a commencé à consulter un spécialiste du sommeil à Rouen, signe qu'il a enfin compris l'importance de ralentir, même si l'habitude de tenir, coûte que coûte, demeure profondément ancrée en lui. Ainsi, derrière les discours maîtrisés et les sourires publics, se dessine une réalité plus vulnérable, celle d'un homme usé, non seulement par la politique et les responsabilités, mais aussi par des années de silence, de sacrifice et de douleur qu'il n'a jamais su avouer. Dans cette histoire, au-delà de l'homme public, c'est surtout l'être humain que nous découvrons, fragile, fatigué, parfois perdu, mais toujours digne. Chacun de nous peut reconnaître un éclat de sa propre vie dans le parcours d'Édouard P. Les blessures silencieuses, les responsabilités trop lourdes, les choix difficiles, les regrets qu'on porte longtemps sans savoir comment les